L'hommage de la nation à ses victimes du terrorisme et la place de la République à Paris désormais associée à jamais aux victimes des attentats de 2015. En Israël, la police continue de rechercher des complices après l'attentat de Tel Aviv. Le père et le frère du terroriste ont été relâchés aujourd'hui. Plus de 500 plaintes déjà recensées en Allemagne après les agressions ayant visé des femmes la nuit du Nouvel An. Des attaques qui auraient pu être planifiées et attribuées à des réfugiés selon les autorités allemandes. On vous a montré les images de cet hommage solennel rendu aujourd'hui par la France aux victimes des attentats de 2015, attentats qui avaient commencé en janvier avec celui de Charlie Hebdo. Et justement, Maryse Wolinski rend hommage dans un livre à son mari, le dessinateur Wolinski, assassiné avec d'autres ce jour-là, le 7 janvier, dans les locaux de Charlie Hebdo. Elle est en duplex avec nous depuis Paris. Bonsoir Maryse Wolinski. Merci de nous recevoir pour quelques minutes. On va montrer la couverture de ce livre dont on va parler dans un instant avec vous. Chérie, je vais à Charlie, publié au Seuil. Mes premières questions d'abord, pourquoi, Maryse Wolinski, vous n'êtes pas allée aujourd'hui, et volontairement, à cet hommage qui était rendu, place de la République aux victimes? Effectivement, c'était volontairement, vous l'avez bien dit. Écoutez, moi je suis allée à la commémoration mardi pour effectivement dévoiler une plaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, là où a eu lieu l'attentat du 7 janvier 2015. Et je pensais que vraiment aujourd'hui, c'était inutile de recommencer un dépôt de gerbes, puis ensuite serrer des mains, etc. Je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Vous avez l'impression, je vais vous laisser remettre votre oreillette parce que sinon vous n'entendrez pas ce que je vous dis, mais vous avez l'impression, Maryse Wolinski, qu'il y a une volonté peut-être de trop solenniser ce qui s'est passé il y a un an et notamment ce qui s'est passé à Charlie Hebdo? Non, non, c'est pas ça. Vous savez, moi, enfin, ce que je veux, c'est qu'on puisse parler de mon mari. Parce que, en fait, ces commémorations, c'est donc des commémorations pour l'ensemble des attentats. Et puis, on a beaucoup de promesses. Vous voyez, on entend des choses comme ça, des paroles et des paroles. Et puis, il ne se passe rien. Et puis, on ne tire pas les leçons. On n'a absolument pas tiré les leçons du 7 janvier. C'est ce que vous dites dans votre livre. Et ça, c'est un vrai problème. C'est ce que vous dites dans votre livre, justement. Oui. Pardon ? C'est ce que vous dites dans votre livre. Vous dites que finalement, on n'avait pas suffisamment pris de précautions autour d'un journal qui était menacé et votre mari faisait partie des cibles, évidemment. Oui, bien sûr. Une fourgonnette de police avait été enlevée à partir de fin novembre. C'est ça qui est incompréhensible, alors qu'à cette époque-là, à l'Assemblée, le président de la commission des attentats disait que vraiment c'était très grave, qu'il y allait y avoir un attentat sous peu. On ne savait pas où ni quand. Et c'est à ce moment-là qu'on enlève la fourgonnette de police et les barrières, donc qui était quand même très protectrice. Alors, Charlie Hebdo n'était pas protégé du tout, contrairement à ce que dit M. Cazeneuve aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu de faille. Si, il y a eu de nombreuses failles dans l'attentat de Charlie Hebdo. Maryse Wolinski, ces cérémonies, ces commémorations avaient commencé sur un couac. C'est cette plaque qui avait été dévoilée avec une faute d'orthographe sur votre nom de famille et donc celui de Wolinski. Ça, c'est quelque chose aussi qui vous a fortement agacé? Bon, écoutez, oui, moi j'ai fait apposer une plaque sur le 34 rue Bonaparte où nous avons vécu pendant 35 ans. Avant de dévoiler la plaque, j'ai relu ce qu'il y avait écrit dessus. Donc là, je pense qu'il y a eu une erreur, ça n'a pas été relu. Et lorsqu'on a dévoilé, moi je n'ai vu que le Y, naturellement. Et vous savez, en fait, ce I était très important pour moi
Parce que d'après ce que mon mari m'avait expliqué, c'est que les Polonais qui portent un Y à leur nom sont des catholiques, alors que ceux qui portent un I sont des juifs. Donc c'est pas innocent, si vous voulez. C'est pas, vous voyez, c'est pas quelque chose. Bon, on met un Y comme ça. Donc les gens ne sont peut-être pas informés de cela, mais pour moi c'était important que ce soit le I. Et puis de toute façon, ça montre une certaine incompétence. Est-ce Voilà, que ça a redoublé ma colère. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis, parce que malheureusement, on le sait, tout s'est poursuivi au cours de cette année 2015 avec ces attentats terribles du mois de novembre, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a là vraiment une prise de conscience et qu'il a fallu malheureusement tous ces drames pour y arriver? Oui, c'est vrai. Malheureusement, il y a eu le 13 novembre, mais c'est vrai que là, il y a des choses qui bougent, peut-être pas suffisamment. Je pense qu'il faudrait dès maintenant créer une commission qui réfléchisse un peu, une commission d'anticipation, parce qu'en fait, on n'a pas anticipé les attentats. Vous voyez, par exemple, comme Charlie Hebdo était considéré comme site sensible, le Bataclan était considéré comme site sensible depuis plusieurs années. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de police devant? D'autre part, au mois d'août, l'antiterrorisme français avait arrêté un djihadiste qui avait avoué préparer un attentat dans une salle de concert. On pouvait bien imaginer qu'il ne s'agissait pas de la Philharmonie de Paris, que ça ne pouvait être qu'un concert de rock ou de hard rock ou de rap, enfin voilà, des choses comme ça qui sont contraires donc aux mœurs de Daesh. Maryse Wolinski, c'est un livre hommage aussi, on le disait, que vous rendez à votre mari. Ce titre, c'est quoi? Ce sont ces paroles qu'il a prononcées la dernière fois lorsqu'il est parti ce jour-là à Charlie? Oui, ce sont les dernières paroles de mon mari. Et ce sont des paroles qui m'ont guidée pour écrire ce livre, qui est un livre de colère, certes, mais aussi un livre d'amour et un livre d'hommage à mon mari, avec lequel donc j'ai passé 47 années fracassées ce 7 janvier 2015. Aujourd'hui, Charlie Hebdo continue. Vous trouvez que c'est un hommage aussi qu'il aurait rendu à tous ceux qui sont morts ce jour-là? Oui, enfin, là, je ne sais pas trop. Leur couverture est funèbre, je trouve. Pas très compréhensible. Enfin, l'essentiel, il y a des dessins de mon mari à l'intérieur de ce numéro, donc je suis très contente parce que il y a longtemps que je demandais qu'on passe des dessins de mon mari dans Charlie Hebdo et je n'avais pas de réponse. Donc là, il y a quelques dessins, pas suffisamment je trouve, mais enfin, ils y sont. Donc j'espère qu'ils vont continuer à en passer d'ailleurs. Maryse Wolinski, dernière question. Est-ce qu'il avait l'impression, lui, de risquer sa vie en travaillant dans ce journal? Est-ce que sur les derniers mois, peut-être lorsqu'il y a eu des menaces effectivement plus pressantes, est-ce qu'il avait cette impression-là? Ouais. Absolument. Mais il ne m'en a jamais parlé parce qu'il me protégeait beaucoup. Il ne m'en a pas parlé, mais il parlait à d'autres personnes. Et il paraît que la veille, il avait justement dit qu'il n'avait plus envie d'y aller, que ils allaient trop loin et que ça allait se retourner contre eux. Et c'est ce qui s'est passé dès le lendemain. Merci beaucoup Maryse Wolinski. On remontre la couverture de ce livre hommage que vous rendez à votre mari Wolinski. Chérie, je vais à Charlie, c'est publié au Seuil. Merci d'avoir été en duplex donc avec Élodie Toto et Cyrielle Cohen qui se trouvaient à vos côtés et qui ont permis cette interview. Merci Maryse Wolinski. Des violences ont éclaté au Brésil entre manifestants et policiers en raison de la hausse du prix des transports publics. Une colère qui s'inscrit dans un contexte de hausse des prix généralisée dans ce pays. David Neyman. Un tir de grenade, puis un autre. À Rio, mais aussi à Sao Paulo, le week-end a été agité. Les manifestants voulaient dénoncer la hausse des tarifs dans les transports en commun. As escolas estão abandonadas.
Les écoles sont abandonnées, notre système de santé est en crise et le gouvernement dépense l'argent pour les Jeux Olympiques ou pour des avantages fiscaux, l'industrie automobile. Donc il y a de l'argent pour les transports publics, la santé et l'éducation. C'est toujours pareil. Les propriétaires, la mafia des transports de Rio ne peuvent pas perdre d'argent. Alors c'est à nous de payer. Ils organisent des fêtes, des mariages au palace de Copacabana. Alors on doit payer. 40 centimes, ça ne semble rien, mais c'est beaucoup. Le mal est profond. Les classes moyennes subissent de plein fouet la récession qui frappe le Brésil depuis l'an dernier. À 10,67% pour l'ensemble 2015, l'inflation vient d'atteindre un plus haut en 13 ans. Et outre les transports, les prix des denrées alimentaires et de l'énergie ne cessent d'augmenter. La facture d'électricité a subi l'an dernier une hausse de 51%. Ce n'est pas aux pauvres à payer pour la crise politique. Et comme Dante, les Brésiliens semblent de plus en plus nombreux à vouloir chasser du pouvoir la présidente Dilma Rousseff. Réélue en 2014, c'est elle qui apparaît comme la principale coupable de la débâcle actuelle de la 7e économie mondiale. Je pense que le gouvernement est vraiment perdu et manque de réaction. Ils n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé. Ils manquent de soutien politique au sein du Congrès et ils essayent simplement de survivre. Survivre à sa mise en accusation, c'est le seul objectif de Dilma Rousseff. Ça peut faire encore augmenter le taux d'inflation. Avec à peine 10% d'appui dans les sondages, la chef de l'État doit aussi affronter une procédure de destitution pour avoir maquillé les comptes publics. La marge de manœuvre de son gouvernement est étroite. Brasilia reste confronté à la chute des cours des matières premières, base même de ses exportations. Il faudra pourtant trouver des solutions à l'heure où le chômage s'envole et où l'on ne compte plus les scandales de corruption. Les experts s'attendent à ce que la récession dure au moins jusqu'en 2017. On parlait tout à l'heure en Israël de l'enquête sur l'attentat de Tel Aviv. Les informations entre services de sécurité doivent pouvoir circuler le plus rapidement possible dans une telle affaire. Il existe d'ailleurs un groupe de messagerie spécialement dédié, avec d'ailleurs quelques journalistes qui ont accès à ces informations touchant à la sécurité. Reportage Mathias Inbar. L'information en temps réel, mais non destinée au grand public. Bienvenue sur le groupe WhatsApp Bitachon Sadeh, littéralement information sécuritaire, fondé il y a 4 ans. Car ici, il n'est question que de sécurité, 24 heures sur 24. Les membres du groupe, des journalistes spécialisés, des policiers, des militaires et des ex- et actuels agents du Shabak, les services secrets intérieurs. Le responsable du groupe a accepté de nous parler. Pour des raisons de sécurité, il préfère rester anonyme. Nous ne publions aucune information qui porte atteinte aux forces de sécurité. C'est notre première condition. Nous vérifions scrupuleusement toutes les personnes candidates à rejoindre notre groupe. Je précise toutefois qu'aucune information n'est secrète. Elle vise à être traitée immédiatement, soit par des journalistes, soit par des forces sur le terrain. Si le projet résulte d'une initiative privée, il y a selon lui comme un accord tacite entre son groupe et les services de sécurité israéliens. On est alors témoin d'une discussion rare, privée, entre 2 membres de son groupe. Ils informent et guident en direct des soldats en opération la veille, à Bethléem. הצעירים באזור עוקבים אחרי הכוחות, מנסים לפגוע בהם. נא להעביר לכוחות בשטח. זה דוחה, כי הם עוקבים אחרי רכב, איך שהם קוראים לו בן, הם מבקשים לדעת את המיקום שלו וכל הדברים עליו, כדי לעקוב. בהמשך לרכב שעוקבים אחריו, הם מבקשים בחור שגר ליד המסגד. נשלח בחור בשם אבדורי לבדוק. Alors qu'un vif débat a lieu dans la société israélienne sur le sérieux des informations véhiculées sur ces groupes WhatsApp, notre témoin l'assure, son groupe a des règles bien précises, une seule erreur et le responsable est retiré. Il nous montre le type de menace qu'il peut déceler. Voilà, ça se passe maintenant. Je viens d'être alerté. Un Palestinien a posté sur sa page Facebook qu'il souhaite mourir en martyr et souhaite attaquer dans la région de Beth Shemesh. Je l'envoie sur le groupe WhatsApp et je l'envoie en parallèle aux forces de sécurité qui vont traiter l'information. Totalement bénévole, il dit agir par pur civisme et souci d'assurer la sécurité de son pays. Pour lui, après la presse écrite, la radio, la télévision et Internet, son groupe est une vraie source d'information. La question est de savoir jusqu'à quel point ce modèle n'entrave pas l'autocensure qui existe en Israël. Le terroriste auteur de l'attaque contre un commissariat de police à Paris jeudi dernier a agi seul. C'est en tout cas la conviction des enquêteurs français qui ont établi également qu'il pourrait être passé par l'Allemagne dans un foyer de demandeurs d'asile. Joseph Emmanuel.
Il serait passé par l'Allemagne, Tarek Belgacem, l'homme abattu par la police française 1 an jour pour jour après l'attaque de Charlie Hebdo. Selon le journal allemand Die Welt, l'assaillant vivait comme demandeur d'asile en Allemagne. Sa mère s'est exprimée depuis la Tunisie. Pour elle, son fils est innocent. Pourquoi ont-ils tué mon fils? Il est allé au commissariat pour son passeport. Mon fils n'a rien fait. C'est moi qui lui ai dit de rentrer. Je lui ai dit, je vais être opéré à la main et je veux te voir. La France a tué mon fils. Je veux les droits de mon fils et rien d'autre. Jeudi 7 janvier, Tarek Belgacem se rue vers des policiers à l'entrée du commissariat de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris. Il brandit un hachoir, crie « Allahu Akbar ». Des fils électriques dépassent de ses vêtements. Les policiers français l'abattent sur le champ. Sur lui, un texte de revendication « Je suis Abou Djihad Tounsi Tarek Belgacem ». Et si la police a des doutes sur l'identité de l'assaillant dans les premiers jours de l'enquête, très rapidement, sa famille le reconnaît. Son père assure qu'il n'appartenait à aucune organisation extrémiste et de son côté, le ministre de l'Intérieur affirme que Belgacem n'a pas reçu le feu vert depuis la Syrie pour attaquer Paris, contrairement aux terroristes du 13 novembre. Et aux États-Unis, les policiers sont également à cran face au même type de menaces djihadistes. On l'a vu ce week-end à Philadelphie où un policier a été agressé. Et puis la police de New York également doit faire face à certaines protestations émanant de la communauté musulmane en raison de ces enquêtes. On va en parler avec vous, Daniel Ziri. Bonsoir, vous êtes notre correspondante à New York. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Alors Jean-Charles, je vous reprends en 2013. En 2013, une plainte a été déposée justement à New York contre la police new-yorkaise par des groupes qui défendent ici aux États-Unis les droits civils de la communauté musulmane aux États-Unis, puisque selon eux, la police locale, ce qu'on appelle le NYPD ici, a visé certains individus pour la simple raison qu'ils sont musulmans et sans avoir réellement de preuves qu'ils soient impliqués dans une activité terroriste quelle qu'elle soit, ou sans même avoir de suspicion particulière envers ces personnes. Et donc, en guise de résolution de cette affaire qui a été menée jusqu'au tribunal civil ici à New York, et en guise de compromis, en quelque sorte, eh bien, les autorités municipales de New York ont annoncé qu'elles vont fournir aux forces de police, aux forces antiterroristes de la police new-yorkaise, eh bien, une plus ample formation en fait, pour ce qui concerne justement comment mener ces enquêtes antiterroristes et surtout les interrogatoires dans ces cas-là sans discriminer contre un certain groupe religieux ou ethnique. Alors de quoi s'agit-il justement ? Quelles mesures vont être mises en place ? Alors concrètement, il s'agit en fait de réinstaurer une série de lignes directrices qui avaient été introduites ici en 1971, donc il y a déjà plusieurs décennies. Il s'agit de ce qu'on appelle les Handshoe Guidelines en anglais, et c'est en fait une série de règles d'or en réalité concernant justement les démarches à suivre lorsqu'on mène une enquête antiterroriste. Et je dis bien réinstaurer ces règles-là, puisque après les attentats du 11 septembre 2001 ici à New York, ces règles avaient été en quelque sorte modifiées, Jean-Charles, pour justement permettre au NYPD, à la police new-yorkaise, eh bien, de mener, d'avoir plus de liberté dans ces enquêtes antiterroristes. Et donc, non seulement ces règles vont être réinstaurées pour s'assurer qu'aucun groupe ne soit sujet de discrimination, mais en plus de cela, pour s'assurer vraiment que tout se passe bien, eh bien, les autorités new-yorkaises vont nommer un avocat civil qui va justement surveiller tout ça pour que tout soit fait dans les règles sans inutilement viser un groupe religieux ou un autre. Merci Daniel Ziri, donc en direct de New York. Réunis au Caire en urgence, les ministres de la Ligue arabe ont condamné ce soir l'Iran pour les violences commises contre l'ambassade saoudienne à Téhéran à l'origine de la crise actuelle. Joseph Emmanuel. C'est le sourire aux lèvres que les chefs des pays arabes se retrouvent. Et si les sujets sont très nombreux, un pays revient dans chaque discussion, l'Iran. La Ligue arabe dénonce la République islamique, elle dénonce ses provocations, elle dénonce ses agressions contre la nation arabe, elle dénonce l'ingérence de l'Iran dans les conflits sectaires. Enfin, elle affiche son soutien absolu au royaume saoudien.
Notre réunion vise à afficher notre solidarité totale avec l'Arabie saoudite et à condamner les actes contre l'ambassade saoudienne à Téhéran et son consulat à Mashhad qui bafouent les traités du droit international. Il y a 2 semaines, les autorités saoudiennes exécutent un opposant chiite. En quelques heures, des milliers de manifestants descendent dans les rues de Téhéran. L'ambassade saoudienne est incendiée. Dans la foulée, Riyad rapatrie son personnel diplomatique. De son côté, l'Iran accuse l'Arabie saoudite de torpiller une solution politique en Syrie. Cette crise entre sunnites et chiites est sans précédent. L'Occident a souvent accusé Riyad d'être le banquier du terrorisme. Et les récentes exécutions des opposants chiites sont vues par certains comme un signe de sa volonté à lutter contre un fanatisme criminel. Un fanatisme qui désormais menace ouvertement de nombreux régimes sunnites de la région, particulièrement l'Arabie saoudite. Alors avec nous, Richard Darmon, bonsoir. Vous êtes expert en géopolitique du Proche-Orient. Ce qui se passe au Caire aujourd'hui, finalement, de voir le monde arabe derrière l'Arabie saoudite contre l'Iran, est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est une redéfinition des alliances habituelles? Non, pas vraiment, parce que l'opposition entre Téhéran et, j'allais dire, les capitales sunnites est une vieille histoire. Et pour ne citer qu'un fait récent, il y a à peu près un mois, à l'initiative de l'Arabie saoudite, s'est créée une alliance militaire antiterroriste, c'est ce qu'on a dit, de 34 États sunnites qui donc en fait préparent, j'allais dire, l'affrontement pour l'instant diplomatique avec l'Iran, mais qui risque de transformer en peut-être une guerre moins froide qu'il n'y paraît. Alors on a vu aujourd'hui des propos extrêmement belliqueux, du Pakistan notamment, qui a dit que si l'Iran attaquait l'Arabie saoudite, il rayerait ce pays de la carte, et il parle de l'Iran. Est-ce qu'on peut envisager un tel durcissement de cette crise? Écoutez, tout peut arriver. On a bien vu depuis 2011 avec l'émergence de ce qu'on a appelé les printemps arabes, en fait les bouleversements intervenus dans différents nombreux pays, à la fois du Maghreb et du Mashrek, et aussi évidemment du Moyen-Orient, que l'actualité nous surprenait. Donc oui, il faut comprendre aussi que cet affrontement intervient sur fond de retrait progressif américain du Moyen-Orient, et aussi alors que les États-Unis et les grandes puissances ont signé un pacte nucléaire avec l'Iran qui inquiète beaucoup l'Arabie saoudite. Je crois que cette exécution du cheikh Mir, qui a déclenché la crise actuelle, en fait est à l'initiative des Saoudiens, est une manière de faire comprendre aux États-Unis que les sunnites, avec Riyad comme porte-drapeau, vont se défendre et ne vont pas laisser et les Américains se retirer et les Américains et Washington ne soutenir que l'Iran, parce que c'est en tout cas la perception qu'ont les Saoudiens et la plupart des grands États sunnites aujourd'hui. Alors l'Iran contre-attaque, si on peut dire diplomatiquement. Elle accuse l'Arabie saoudite de vouloir torpiller tout règlement de la crise syrienne. C'est aussi lié à ce qui se passe entre Téhéran et Riyad? Ben oui, bien sûr, puisque en fait, on sait bien que depuis le début, et même avant la guerre civile en Syrie, que l'Iran intervenait déjà par l'intermédiaire du Hezbollah, une intervention qui s'est renforcée depuis le 2012, et donc Téhéran joue la carte à 100%, la carte du régime Assad, contre l'insurrection sunnite, justement, même si elle est divisée d'ailleurs. Et donc pour essayer de répliquer, alors à Téhéran, on a répliqué les premiers jours avec des manifestations violentes contre l'ambassade saoudienne de la capitale iranienne, mais aujourd'hui, Téhéran essaie de jouer, y compris en se tournant vers Washington, j'allais dire, non pas les saintes nitouches, mais essaye de faire valoir qu'on s'approchait du règlement éventuel de la crise syrienne et que maintenant, à cause du prétendu irrédentisme saoudien, ce sera plus difficile. Mais ça, c'est de bonne guerre. Je crois que tant qu'on en restera à des échauffourées diplomatiques, à des déclarations, bien, ce sera déjà une chose, mais il est fort probable que peut-être on aille vers des catastrophes beaucoup plus grandes à ce niveau-là. Merci Richard Darmon, politologue, donc expert en géopolitique du Proche-Orient. On va vous faire entendre un homme heureux à présent, car il a parfaitement réussi ses débuts sur le banc de touche du Real Madrid. Il s'agit de Zinedine Zidane, vainqueur 5-0 avec son équipe hier face au Deportivo La Corogne. On écoute sa réaction d'après-match. Ce que j'ai aimé ce soir, c'est l'attitude de mes joueurs. On a gagné 5-0,
Ça n'est pas facile de gagner 5-0 face à une équipe comme Corogne. Mais encore une fois, le plus important pour moi, ça a été l'attitude de mes joueurs. Voilà, Zidane en espagnol dans le texte après son succès 5-0 donc pour son premier match en tant qu'entraîneur du Real. On va vous montrer des images de tennis car la saison reprend. L'Australie avec une première finale spectaculaire à Brisbane aujourd'hui en attendant les internationaux de Melbourne. Et Roger Federer qui a perdu cette finale. Il n'était pas très content de son match d'ailleurs. Défaite face au Canadien cogneur Milos Raonic. Federer qui a, vous le voyez, a perdu ce match assez facilement et qui n'a pas aimé son niveau de jeu alors que Melbourne approche, dont il sera néanmoins encore l'un des favoris à venir. On va voir la balle de match tout de suite avec la victoire donc du jeune Canadien Milos Raonic qui s'impose donc à Brisbane. De bon augure pour lui avant les internationaux d'Australie. Voilà, dans un instant, vous avez rendez-vous avec un nouveau journal et puis Julien Baloul. Bonne soirée.